monde et Chazak de vous connecter comme ça à ces shiurim, comme ça du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Chazak, on apprend toujours, on avance toujours. Chaque halakha qu'un juif apprend, c'est un or qui descend dans ce monde, c'est une lumière qui descend dans ce monde, comme les mitzvot. D'ailleurs, chaque mitzvah que l'on fait a un or dans le monde. On ne le voit pas, certes, mais ce n'est pas grave, on sait que, comme nous explique les Sifrei Kabbalah, le Tanya en particulier, que chaque mitzvah, chaque Kiddush mitzvotav, ça amène, c'est un levouche, c'est un habit, l'accomplissement du mitzvah, une bougie pour une femme, les tefilot pour un homme, c'est un vêtement, c'est un levouche par lequel Dieu il amène sa lumière. Donc, on s'accroche, on continue. Celui qui apprend une halakha de Choliom, Muftachlo, Shu Ber Lamaba. On est sûr d'être Ben Lamaba si on arrive à s'accrocher toujours, tous les jours, sans exception, pour apprendre une halakha par-ci, par-là, avec l'aide de Dieu, Bezat Hashem. Avec l'aide de Dieu, Bezat Hashem, le mérite de tout ce que l'on aura appris fait que, enfin, que je va nous apporter le Mashiach. Voilà. Je voulais vous dire, comme d'habitude, une petite introduction, une petite histoire, comme d'habitude. Il a raconté qu'un jour, un jeune rave qui avait fait ses études de rabbanout, mais qui, compte tenu de sa famille, etc., le père a tenu à ce qu'il faisait des études de médecine et il est finalement devenu un psychiatre. Intéressant comme métier. Il se trouve psychiatre. Il s'installe, avant de s'installer, une audience, c'était l'époque où une audience, une yachidout chez le rabbi n'était pas assez, que ça n'avait pu l'être dans les premières années. Et il demande, le rabbi lui suggère d'aller à New York. C'est à toi à New York. Afin de pouvoir rendre service, puisque tu as une compétence, tu peux aider des gens en difficulté, tu peux exercer donc à New York. Et la communauté aura besoin de tes services. Le médecin de répondre, il était rave aussi, il était diplômé, un homme éclectique. Il dit, mais si je suis pratiquement le seul à New York, je vais être surchargé de travail, je n'aurai pas le temps d'étudier comme j'avais l'habitude depuis mon plus jeune âge, comme mes parents me l'ont enseigné. Alors le rabbi lui dit, c'est très très bien d'avoir étudié, de continuer à étudier. Avec un sourire, il lui dit une phrase dont il faut se rappeler. Mitzvah she'i efshar la'atzot al yedei acherim dochet talmud Torah. C'est une mitzvah que tu es le seul à faire. Personne d'autre ne la fera si tu ne la fais pas. Ça a la préséance, ça a la primeur sur le limud Torah. Avec le limud Torah, kenegetula. Le limud Torah, c'est la plus grande mitzvah, la plus chère, la plus valeureuse. On ne donne pas de valeur, on ne donne pas de prix, mais bon, tout un chacun sait que le limud Torah, c'est ce qu'il y a de plus grand, c'est le fameux yichud nifla, l'union absolue avec Dieu. Malgré tout, si personne d'autre le fait, je dois fermer mes livres et m'en occuper. Et donc, apparemment, c'était une époque, peut-être dans les années 60, où il y avait très peu de psychiatres juifs. Le rabbi lui dit donc, malgré le fait que tu vas moins étudier, tu vas quand même t'investir. Il a écouté le rabbi. Tu es le seul à le faire. Alors, c'est Dieu qui te dit, fais-le. Peut-être on aura d'autres plus tard. Pour l'instant, tu es le seul ou parmi le seul, très très peu, qui pouvait rendre un tel service à laquelle la communauté, bien voilà, il fallait qu'il fasse. Encore une fois, ce sont des enseignements, peut-être qu'on a déjà entendu, mais ce sont des enseignements qu'il faut répéter jusqu'à ce qu'on les intègre bien. Attention, je suis le premier toujours à proclamer qu'il ne faut jamais mafkir complètement sa vie, donner toute sa vie à la fatsa, etc. Il faut garder du temps pour soi-même. Il faut tout le temps garder du temps sous soi-même. Combien de fois le rabbi disait qu'un shliar qui va être matzliar, qui va avoir un impact, il doit toujours rester attaché au limoud, à l'étude, doit toujours progresser selon le ton dont il dispose avec sa shlichut. Mais il faut savoir que quelquefois, il y a des missions que tu ne peux faire, tu es le seul à pouvoir faire. En l'occurrence, le psychiatre, à l'époque, c'était le seul. Donc, le rabbi lui a suggéré de davantage s'investir. Voilà un enseignement pour nous. Et la Torah, et la Fatsa.
Et vous savez très bien que quelquefois, vous êtes le seul qui puissiez parler à une personne, mes carré-voto, soit que vous soyez un voisin, un ami, dans la proximité, tout simplement, parce que vous êtes le seul à avoir l'occasion de lui parler. Donc, sachez que ne soyez pas modeste, il ne faut pas être modeste. Souvent, on est le seul à pouvoir le faire, mais il faut avoir cette conscience que je suis le seul à le faire, je le fais. Voilà. Donc, après ce petit enseignement, donc, je voudrais revenir sur brièvement sur ce dont on a parlé la semaine dernière. Nous avons donc évoqué d'abord la malacha de Zoré, bon, de Vané. Ensuite, nous avons bien entamé la malacha de Dash, battre le blé. Donc, je vous rappelle brièvement les toldotes de cette malacha de Dash. De manière générale, je vous l'ai dit, si on a le faire sortir du sang d'un animal vivant, c'est interdit minatora. Pourquoi? Parce qu'on fait en sorte que le sang qui a un massoul, qui a un chemin naturel à l'intérieur du corps, il sort de son chemin naturel. Ceci est assimilé par nos sages à enlever le grain de l'épi. Ça peut paraître lointain, mais bon, c'est comme ça qu'ils ont reçu. Donc, faites très attention de ne pas être amené à faire sortir du sang. Si on saigne, il ne faut pas appuyer dessus, il ne faut pas, sauf si bien sûr il y a piquoir nefesh, c'est exceptionnel, ou bien, comme j'ai pu dire, personne qui est diabétique est obligée d'examiner son taux d'insuline. Bon, ça c'est des cas exceptionnels. Au cas par cas, on demande à son rave, est-ce qu'on est dans la Hagdara, dans celui qui a la permission, parce qu'il a peut-être une maladie qui avoisine le piquoir nefesh, le danger. Et donc, dans ce cas-là, ça sera permis. Mais sinon, faire une prise de sang Shabbat, c'est interdit minatora. Donc, bien attention. C'est la raison pour laquelle un dentiste ne peut pas faire son travail, sauf s'il y a piquoir nefesh, bien sûr, parce que forcément, il y aura du sang qui va sortir. Ensuite, une autre dérivée de cette melacha, c'est, comme on a pu le dire, c'est faire des jus de fruits. Donc, faire un jus de fruits de manière quelconque, c'est interdit, sauf si ce jus de fruits, on le fait, on a le droit de presser sur un aliment solide, hein, sur du riz, sur une paella, un couscous, ou quelque chose avoisinant. Vous voulez qu'il soit plus imbibé d'un liquide, on peut presser un citron ou une orange dans ce repas. Donc, ensuite, j'ai élargi le terrain à la srita dans les bégadim. Il est interdit donc d'essorer des vêtements. Et je vous ai dit donc qu'il fallait absolument à tout prix éviter d'utiliser les lingettes mouillées. Je sais que c'est difficile, mais il faut l'admettre. Donc, tout ce qui est sritat bégadim et l'usage d'une éponge à cause de ça est interdit. Il ne faut pas prendre une éponge parce que quand on appuie l'éponge sur la table, c'est tout simplement c'est qu'on a l'intention d'utiliser l'eau qui sort de cette éponge, de ce tissu, et ça, ceci est interdit. Bon, ça c'est donc le sritat perot, donc presser des jus de fruits, essorer des vêtements. Et j'ai un peu élargi le débat avec le problème de relève. Relève qui veut dire traire un animal. Bon, en Eretz Israël, ils ont résolu le problème, comme j'ai pu le dire la semaine dernière, par l'usage de minuteries. Il y a des minuteries qui sont utilisées, qui font la traite de manière automatique. Et c'est quelque chose que l'on peut utiliser. J'ai pu donner déjà plusieurs fois, j'ai donné le éther à des femmes qui, pour une raison quelconque, étaient obligées de tirer leur lait avec un tire-lait. Tirer le lait pour un bébé, il faut savoir, même avec un tire-lait mécanique, sans électricité, c'est un sourd minatora. Pachout, c'est un sourd minatora. Donc, ça ne sera permis, ou bien quand il y a piquoir nefesh, l'enfant ne prend rien que cela. Bon, alors, un enfant ne peut pas rester 24 heures sans manger. Donc, des cas comme ça exceptionnels, au cas par cas, il faut consulter son rave et voir si effectivement l'enfant est dans ce cas qu'il ne mange que cette chose-là. Alors, s'il mange que cette chose-là, que le lait de sa mère, eh bien, là, on permettra. Mais sinon, non. J'avais donné aussi la suggestion d'utiliser aussi une minuterie. J'ai pu donner le éther, je sais que des femmes s'en sont très bien servies, d'apposer sur elle-même le tire-lait électrique 1 ou 2 minutes avant que la minuterie ne se mette en marche. Par exemple, la minuterie se met en marche à toutes les heures, 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures. Et puis 1-2 minutes avant, eh bien, elle peut mettre la machine sur elle. Je le dis bien avant. Parce que si la machine marche déjà et qu'elle met la machine sur elle, donc elle fait le geste d'extirper le lait. C'est interdit. Donc elle met sur elle alors que rien ne marche et puis la machine met en marche. Ceci, on peut le faire.
elle récupère son lait et quand l'enfant il a besoin, eh bien, on peut donner à l'enfant. Quand par contre, l'enfant peut se débrouiller, peut prendre un autre lait que celui de sa mère, mais que la mère est obligée quand même de tirer son lait pour éviter des engorgements, des infections, etc. Alors j'avais donné la suggestion, on peut tirer le lait dans la mesure où, où on jette le lait, ou bien dans la on ne peut pas le jeter, qu'on récupère le lait dans une bouteille qu'on ne peut pas détacher du tuyau, auquel cas on met un produit, un produit où vous allez sourire de l'eau de javel ou bien du pec citron, un produit de vaisselle qui va abîmer le lait. Dans cette mesure, certes, on fait la melacha de dash, mais où on le fait de telle sorte qu'il est impossible de profiter de cette chose-là, de cette melacha. Donc, eh bien, il y a une permission et nous pouvons, c'est ce que l'on avait appelé melacha shen asra legoufa, c'est interdit midera banan seulement. Et dans la mesure où c'est interdit seulement midera banan, on permet pour éviter mishum tsar aisha, à cause des douleurs que l'on pourrait causer à la femme. Voilà donc la melacha de dash. Est-ce qu'il y aurait une ou deux questions là-dessus avant que l'on passe à autre chose? Rav, je voulais juste savoir, c'est quoi ce qui autorise l'orange ou le citron sur du solide? Même si, juste c'est quoi ce qui changerait? Enfin, c'est quoi le Makor, quoi? Ah, le Makor, la Svara, vous voulez dire. Le Makor, c'est l'Agmara. L'Agmara, elle dit ça. Oui, enfin, le Makor, excuse-moi, la Svara, je veux dire. Non, la Svara, elle est très simple. C'est que la melacha de dash, c'est que vous avez quelque chose qui est caché, le grain qui est caché dans l'épi, et vous extirpez le grain de l'épi. C'est-à-dire le grain, il apparaît, c'est comme une nouvelle métioute qui sort de l'épi. De la même manière, quand on écrase du raisin, eh bien, il y avait du raisin qui était dans les petites alvéoles du fruit, et puis qui est extirpé de là-bas. Mais si maintenant, quand vous écrasez un fruit, mais que le résultat que vous avez devant vous, le résultat, la totsa'a, ne change pas la métioute. Voilà, vous vous retrouvez finalement, il est complètement balois dans votre couscous ou dans votre riz, vous voyez, dans votre paella. Oui. Donc, ça ne ressemble pas à la mlacha type qu'il y a dans le Mishkan. Donc, pour Chachamim, c'est permis. C'est un chidouche, ce que je vous dis. Il ne faut pas croire, c'est un chidouche. Si la Chachamim ne l'avait pas dit, on aurait dit, bon, qu'est-ce que ça change? Finalement, quand vous écrasez le raisin, dans l'air, il y a bien quelques dizaines de secondes où dans l'air, on voit du jus. Mais, en tout cas, le résultat qu'on a devant soi, ce n'est pas du jus. Ce n'est pas la graine en question, puisqu'il tout de suite, ce jus se perd dans le ochel, dans lequel vous l'avez pressé. Donc, ce n'est pas la Agdara, ça ne rentre pas dans la Agdara, dans la définition de la Mlacha de Dash prévue par la Torah. Voilà la réponse. Autre question? Moi, j'avais une question, si je peux prendre la parole. Bonsoir, Rav Zerbib. Je voulais vous demander, vous avez dit la semaine dernière que pour un enfant, on pouvait couper les raisins. Vous venez de dire vous-même que c'est a priori une mélacha de la Torah. Alors comment est-ce qu'on s'autorise à transgresser, entre guillemets, pour les besoins d'un enfant? Puisque à la limite, même pour un malade d'alité, si on dit... couper ou de presser? Je ne sais pas, peut-être du coup la question c'est quel est le éther qu'on a pour donner les raisins à un enfant Shabbat? Qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire? Voilà. Et pourquoi? Je n'ai jamais dit, je ne dirai jamais que pour un enfant, on a le droit d'écraser du raisin. On ne fait pas une melacha de oraïta pour un enfant. Non, pas d'écraser, mais vous avez pas dit qu'on pouvait le couper en deux ou quelque chose comme ça? Réfléchissez bien. Alors, la réponse est très très simple. Vous connaissez la terminologie classique, ça s'appelle davar she'en mitkaven. Ouais. C'est pas un peu petit créché là? C'est pas comme petit créché là en l'occurrence? Alors, c'est quoi la différence entre un davar she'en mitkaven et petit créché? Davar she'en mitkaven, c'est un acte permis qui pourra engendrer un issour. L'acte permis, c'est de couper le fruit. J'ai le droit de couper un fruit. Ce n'est pas une melacha. Il y a une petite goutte à côté. Alors, il y a une énorme différence, une distance entre écraser un fruit pour obtenir le jus, puis faire un autre acte qui consiste à couper le fruit parce que j'ai envie de le manger, il est trop gros, je vais le manger en petits morceaux. Maintenant, il y a quelques qui tombent. Vous êtes bien d'accord que je n'ai aucune kavana d'obtenir ce jus. Ça s'appelle, dans la terminologie des Ilchot Shabbat, ça s'appelle En basé melechet marchevet.
Il n'y a aucune marchava dans la tête d'utiliser ce jus. Donc, si maintenant il en sort comme ça, même ces petits créchés, mais en général, les gens, le Olam n'utilise pas ces petites gouttelettes qui tombent. Dans la mesure où on ne l'utilise pas, ce n'est pas du tout la gdara de la mlacha. Vous voyez. Donc, il n'y a aucun problème dans ce cas-là. Voilà la réponse. La réponse en deux mots, c'est que d'abord, c'est d'avoir chez Kaven, c'est quelque chose sans kavana. Et quand on dit ces petits créchés, c'est quand j'obtiens vraiment le résultat. Ouais, par exemple, je m'assois sur un sac de raisin et il y a un jus qui se fait. C'est d'abord chez Kaven, mais il y a un jus qui se fait, un vrai jus qui se fait. Mais si maintenant je coupe et il y a une petite gouttelette qui tombe, c'est pas du tout la mlacha. Voilà le filou. Et du coup, un gros raisin, on peut du coup le manger en deux bouchées si jamais il est trop gros. Aucun problème. La seule chouma, puisque vous posez là sur cette question-là, la seule chouma qu'il y a, c'est que si on a fait un jus on a fait une salade de fruits et qu'au fond de la soupière, vous avez un jus, on a le droit de profiter du jus parce que finalement, il s'est fait bli mit-kavana, on n'avait aucune intention de faire un jus. Il y a une choumra, il y a des raisins qui se sont écrasés. Ouais. On n'a eu aucune kavana, certes, mais comme le fait d'écraser des raisins, ça sont minatora, les chachamim, ils ont fait une choumra que s'il y a un jus qui s'est fait comme ça de lui-même, sans aucune kavana, comme ça on a mis des gros tas de raisins et puis finalement sur le poids, ça fait un fond de verre, ça on est marmire de ne pas le boire. Juste pour le raisin et les olives, mais bon, les olives ne font pas du jus d'olive. Et si c'est une salade de fruits avec du raisin et d'autres fruits, pareil, on évite de le prendre. C'est batel. Donc c'est batel, d'accord. Donc on peut se permettre de prendre. Exactement. Sauf s'il y a 95% de raisin, on s'entend. D'accord. Très clair, merci beaucoup. Voilà. Pas d'autres questions, messieurs, dames? On passe à autre chose? Je vais un peu vite, c'est vrai, mais il faut savoir que c'est comme des mlachot qui sont tellement fréquentes que... Alors, si tout le monde est attentif, je vais sortir un petit peu de la manière que j'ai décidé d'employer avec vous. Ça veut dire de donner les définitions et puis d'arriver immédiatement au cas concret, quoi. On va faire, si vous voulez, on va réfléchir sur les mlachot et tout. La question, elle est très facile à poser. Et la réponse, elle n'est pas évidente. Rav Zerbi, juste une petite intervention, ça ne vous dérange pas. Oui. Voilà, parce qu'on m'a souvent fait la remarque pour tous les cours. Pour rendre plus vivant le cours, c'est pas obligé, mais si les intervenants qui assistent au cours peuvent montrer leur visage, ça rendrait plus vivant le cours. Il n'y a aucune obligation, mais ceux à qui ça ne dérange pas, qui le fassent. Comme ça, au moins, Rav Zerbi parlera à des personnes avec leur visage. Voilà, merci. En ce qui me concerne, ça n'a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est plus vivant, c'est plus... enfin, sauf les femmes, hein, quand même. Voilà. Sauf les femmes et sauf ton visage à toi. Voilà. Moi aussi, c'est normal. On va demander aux femmes de mettre un petit voile. Allez, hop. Bon. C'est vrai que j'ai pris l'habitude avec les fils de Betrivka. Bon, bah, ça va, des jeunes filles qui ont 15, 16, 17 ans. Baruch Hashem, on a beaucoup enseigné aux jeunes filles et qui, elles me disent des années après combien ça leur a servi, toutes ces halachot qu'elles ont apprises quand elles étaient en première terminale à Betrivka. Baruch Hashem. Mais en tout cas, pour la suggestion, Gérard, il n'y a aucun problème de mon côté. Alors, on va traiter aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur plusieurs petits points. On va traiter un sujet délicat. Très, très souvent, on pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire du couscous Shabbat? Récemment, il y a une dame qui a envoyé son fils et dit, voilà, elle a fait un super couscous boulette, un bouillon avec des légumes et la viande, tout ce que vous voulez. Elle a oublié de faire le grain. Elle demande, est-ce qu'elle peut faire le grain pendant Shabbat? Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le grain, c'est facile à faire. Prenez les grains qu'on achète, hein, le couscous, il y a le fin, il y a le gros, il y a le moyen. On ajoute de l'eau chaude sur ces grains-là, et puis on mélange un petit peu, puis ça fait du couscous. Oui. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? On va analyser tous les problèmes qu'il peut y avoir et on va essayer d'arriver à une conclusion. Avant de rentrer dans les complications, c'est bien que vous ayez déjà une idée du résultat auquel on va arriver. On va arriver à un résultat positif, on va pouvoir le faire.
comme toujours avec des conditions, etc. C'est pas si simple, mais on va arriver à pouvoir faire du couscous Shabbat. Alors comment ça fonctionne? Et là, c'est l'occasion pour moi de vous faire quand même un exposé sur des yesodot dans une Chot Shabbat. Le premier problème qu'on peut avoir lorsque on ajoute de l'eau dans des grains comme ça, c'est la malacha de lâche, qu'on n'a pas encore, je l'ai traité au mois de mars-avril au début du confinement, du premier confinement, mais bon, on n'est pas revenu dessus, alors déjà revenu ces dernières semaines sur un certain nombre de malachot. Je vais revenir sur cette malacha de lâche. Lâche, c'est pétrir. Le fait de mettre un liquide dans un solide comme ça qui va se coller, il y a un problème de lâche, de pétrir. Eh bien, sachez qu'en l'occurrence, pour le couscous, mettre de l'eau dessus, ce n'est pas moukdar, ce n'est pas défini comme une melacha de lâche. Pourquoi la melacha de lâche? Parce que il est évident que lorsqu'on ajoute de l'eau dans ce couscous, tout le but, c'est de le rendre comestible. On n'a aucune kavana de faire une masse. Or, la melacha de lâche, de pétrir, c'est prendre de la farine, prendre de l'eau, ou de l'huile, du sel, puis on pétrit tout ça pour obtenir une pâte. Vous voyez, des éléments liquides, solides, on mélange, on obtient une pâte. Lorsqu'on mouille quelque chose, que tout le but, ce n'est pas d'obtenir une pâte, mais de mouiller, hein, vous avez un riz qui est un peu sec. Vous voulez ajouter une sauce sur le riz. Le fait de rajouter une sauce sur le riz pour qu'il soit moins sec, ça ne s'appelle pas lâche, ça ne s'appelle pas pétrir. Donc le fait de mouiller un couscous, sans rentrer dans le problème de bichoule, de cuire. Hein, imaginez que vous avez un plat de couscous sec comme ça, qui a déjà été cuit, tout est prêt à être consommé, prendre du bouillon et le mettre dessus, il n'y a aucun problème de lâche. Peut-être il y aura un problème de cuisson, on va en parler, mais il n'y a pas de problème de kavana, d'intention d'obtenir une pâte quelconque. Au contraire, si c'est pâteux, c'est moins bon. Hein, dans le couscous, on préfère qu'il soit bien granulé, hein, plutôt que pâteux comme ça en boule. Donc déjà, j'évacue ce problème que l'on pourrait évoquer, que l'on pourrait avoir, qui s'appelle la melacha de pétrir. Il n'y a pas un problème de pétrir, le fait de rajouter dans les graines, d'ajouter de l'eau. Maintenant, les autres problèmes qui peuvent s'opposer, c'est mettre de l'eau bouillante sur le couscous. Ça va cuire le couscous. Ça va cuire les grains que vous achetez qui sont déjà un petit peu préparés, qui ont déjà été travaillés. Alors, mettre de l'eau bouillante de Keli Rishon, c'est évident que c'est interdit. Keli Rishon, c'est le koum-koum que vous avez branché électriquement, ou bien de l'eau qui est sur la plata, sur un feu. Keli Rishon est mévachel, il cuit. Et même si ce n'est que Hirouï mais Keli Rishon, c'est un jet de Keli Rishon, le Hirouï mais Keli Rishon, il a une force mévachel qui est des clifas. Il cuit une certaine épaisseur de votre couscous en question. Donc, ajouter de l'eau bouillante, c'est sûr que c'est interdit. On peut me dire, bon, qu'à cela ne tienne, on va prendre de l'eau du Keli Rishon, on met dans Keli Sheni. Dans Keli Sheni, on a un certain nombre de choses qu'il est permis de mettre à l'intérieur, même des choses crues. Des choses marquées dans la Gemara même, avant les Rishonim Acharonim, avant on dit que dans Keli Sheni, donc de l'eau bouillante qui était sur le feu, que j'ai versée dans un verre, dans une assiette, dans une soupière, il est Keli Sheni déjà, de l'eau bouillante dans un ustensile froid. Je peux rajouter dans ce liquide bouillant, je dis bien bouillant, hein, il sort du koum-koum, maintenant il est dans un deuxième Keli, je peux ajouter de l'eau froide crue, ou du lait froid cru, c'est permis. Le Keli Sheni n'a pas la force de cuire un liquide. Très fort. Donc, si vous avez un café qui est brûlant, vous n'avez pas l'avaler, vous pouvez ajouter de l'eau froide crue dessus, il n'y a pas de problème. La Gemara ajoute des tavelines aussi, des poivres, etc. Les tavelines, une sorte d'éléments qui donnent du goût, comme des feuilles de menthe, etc. Bon, la Gemara permet, il y a beaucoup de discussions. Quel est le cas exactement dans les discussions sur les tavelines? Est-ce que le thé, ça on peut mettre dans Keli Sheni? Bon, c'est des discussions là-dessus.
Maintenant, la Gemara nous ajoute, c'est une Mishnah en fait, qui a un troisième type d'aliment que la Mishnah appelle Koulias à Hispanis. Koulias à Hispanis, c'est un poisson qu'on trouvait dans les eaux d'Espagne. Peut-être c'est des sardines, peut-être des anchois, on ne sait pas trop. Mais c'est un poisson dont la chair était tendre et le fait de mettre même de l'eau de Hirou Mikelisheni, déjà, il y a un crachage de le cuir. Et à cause de ce fameux Koulias à Hispanis, les poskim ont tendance à dire que pas seulement le Koulias à Hispanis qui est dicté dans la Mishnah, qui est marqué clair dans la Mishnah, la Gemara, dans le Shulchan Aruch, c'est Manchin ou Trek, il y a beaucoup d'autres aliments dont on ne sait pas s'ils sont faciles à cuire. On ne sait pas. Donc, la tendance des poskim, c'est d'être marmir. Pour continuer l'idée que je suis en train d'évoquer maintenant, on peut imaginer que si je prends de l'eau du Keli Sheni et je la verse dans le couscous, c'est en général comme ça que l'on fait. Eh bien, peut-être que ce couscous en question, il a la faiblesse en quelque sorte, il a la faculté d'être cuit malgré le fait qu'on n'y a versé que de l'eau de Kelisheni, Hirumi Kelisheni, à l'image du Koulias à Hispanis. Donc, on a un problème ici. On a un problème que si on fait du couscous avec de l'eau de Kelisheni bouillante, il peut avoir un problème de cuisson. Un problème de cuisson. Alors, le Mishnah Bora dans Siman Shinochet apporte cette chose-là. Il parle du herring précisément, du hareng. Mais il fait la remarque suivante qui est rapportée dans les poskim. Alors, regardez comment le débat va s'élargir. Et finalement, imaginons que cet aliment que je vais attendrir en mettant un héros de Mikelisheni, imaginons qu'il soit mangeable cru. Mangeable cru. Dans la mesure où il est mangeable cru, finalement, le shevar, le rajout dans le goût que vous faites en mettant de l'eau chaude, finalement, c'est pas un vrai shevar. Dans la mesure où le hareng en question, il était possible de le manger même cru, donc le fait de rajouter de l'eau, ça ne lui donne pas. C'est mashbiachoto, c'est mieux, mais pas suffisamment pour que ce soit mougda, que ce soit défini comme un bichoul, sachant qu'on parle de Hirou Mikelisheni. On ne parle pas de. C'est quelque chose qui normalement ne cuit pas. D'après ça, c'est problématique pour le couscous, parce qu'on constate que quand on verse de l'eau chaude sur le couscous, il a tendance à devenir plus tendre, à être plus mangeable. Donc, on a un problème, comme je viens de dire, de bichoul avec ce couscous, tant que l'eau est bouillante. Mais dans la mesure où, alors je fais un témoignage, l'été dernier, on était pas loin d'un hôtel, on discutait avec un cuisinier qui nous disait qu'il faisait du taboulé, bon cuisinier, en prenant du couscous, du commerce, et on ajoutait de l'eau froide. Ça veut dire que le couscous en question, consommable et délicieux, hein, très tendre, très délicieux, on pouvait obtenir le résultat de ce couscous consommable avec de l'eau froide. Donc, si on égalisait, on identifiait le cas qui est rapporté dans Mishnah Bora, à savoir qu'un poisson qu'il est possible de manger sans eau chaude, comme ça, cru, juste eau froide pour enlever le sel, ça suffit. Donc, le fait de l'attendrir avec de l'eau chaude, c'est permis. Donc, on va dire exactement pareil pour le couscous. Donc, déjà, hein, on ouvre une porte. Bien qu'on constate qu'en versant de l'eau de Kelisheni sur le couscous, on voit qu'il se transforme, il devient mangeable, on a l'impression qu'il a cuit. Mais dans la mesure où, de toute façon, même si on avait ajouté de l'eau froide, la métiout, hein, encore, c'est à vérifier, bien sûr, mais on l'a vérifié avec des cuistots de métier, qu'on peut parfaitement obtenir un excellent couscous avec de l'eau froide.
Donc, le fait de le faire avec de l'eau chaude n'ajoute pas un chevar suffisant pour que ce soit assourd. C'est déjà un tzad, déjà une porte pour permettre donc à l'eau chaude d'obtenir du couscous en Shabbat. Cependant, il y a toujours un cependant. Cette svara que je viens de vous dire, sur le hareng, etc., que dans la mesure où on peut enlever le sel, on peut le rendre consommable avec de l'eau froide seulement, on peut l'attendrir avec de l'eau froide, et donc, si on l'attendrait avec de l'eau chaude, il n'y aurait pas de problème. Cette svara-là, cette logique-là, elle finit avec un tsarechioun, il y a un grand biur halakha, ce n'est pas une svara évidente, en tout cas pas pour le hareng, pas une svara évidente. De dire que, je répète la svara, c'est que certes l'eau chaude améliore ce koulias à hispanis, ce poisson, ce ochel, certes il améliore, mais comme de toute façon on aurait pu obtenir le même résultat sans bichoul, donc ce n'est pas vraiment le bichoul qui l'améliore, c'est qu'il a besoin d'eau, c'est l'eau qui l'améliore. Or, rendre quelque chose consommable sans la cuisson, ce n'est pas interdit pendant Shabbat. On a le droit de rendre quelque chose consommable. Bon. Mais comme je viens de vous dire, ce point que je viens d'évoquer, Biur halakha finit un peu betsarchioun là-dessus. Alors on va travailler sur une autre svara. Encore 5 minutes, puis vous aurez un tableau de toute la construction, et puis j'écouterai vos remarques. Je pourrais vous suggérer, si vous tenez à faire du couscous pendant Shabbat, la chose suivante. Quand vous allez mettre votre eau bouillante dans Kelisheni, ou même dans Kelishlishi, arrangez-vous pour que l'eau soit chaude, mais pas bouillante, moins que Yatz Ledetbo. Très facile, hein, vous ajoutez, elle est bien chaude, mais vous mettez le doigt, on ne se brûle pas. Voilà. En général, quand on prend un café, on ne se brûle pas. C'est moins qu'il y a de beau. Donc c'est de l'eau chaude, puis on ajoute cette eau chaude dans le couscous. Normalement, si l'eau n'a pas la température de Yatz Ledetbo, il ne peut pas y avoir cuisson. Donc on a complètement évacué le problème. Mais, encore une fois, il y a un mais. Vous voyez la deuxième direction que je prends? Première direction, c'est puisqu'on pouvait obtenir le même résultat à froid, donc la chaleur n'ajoute pas. Ça, c'est discussion. Maintenant, je vais sur une autre direction. Je prends de l'eau qui n'est pas bouillante, moins que bouillante. Il y a même des poskim, ça vous rapporte un biur halakha, un prim gadim là-dessus, il y a des poskim qui disent que même que l'eau n'est pas bouillante, c'est très étonnant. Bemet, c'est très étonnant. C'est un très grand chidouche, parce que la cuisson, dans toute Melechet Shabbat, dans toute la Gemara Shabbat, la cuisson, il faut du chaud. Il faut qu'il y ait tous les débots. Il faut une chaleur que la main se brûle. Sinon, ce n'est pas une cuisson. En tout cas, pour le koulias à hispanis, pour ces fameux aliments que l'on appelle kalé abichoul, beaucoup de poskim pensent que même si l'eau n'est pas bouillante, c'est quand même interdit. Waouh! Donc, ça veut dire de tous les côtés, on est bloqué. D'après la première svara que j'ai donnée, il faut être mahmir. D'après la deuxième, on pourrait utiliser de l'eau qui est chaude mais pas brûlante. Certains disent non, parce que finalement, ton couscous va se faire, ton koulias à hispanis, il va être bien plus tendre par l'eau chaude. Ah, l'eau n'est pas bouillante, mais ça s'appelle cuire. Dans ce cas particulier, cette exception qui s'appelle les aliments faciles à cuire. Voilà. Ça, c'est la construction. Maintenant, on va avancer. Donc, si on finit comme cela, bon, on n'aurait pas le choix. Bon, si vous regardez dans Shmirat Shabbat Kiel Cheta, il rapporte au nom de Rav Auerbach, il apporte une preuve de cela dans un Magan Abraham, que Béhémet, cette dernière svara que je viens de vous dire, que la cuisson existe même avec de l'eau qui est moins que Yatz Ledetbo, il dit c'est l'onachon. Si l'eau n'est pas bouillante, elle ne peut pas cuire. Ça peut la transformer, ça peut la rendre bonne, ça peut l'améliorer, mais ce n'est pas la définition de cuire. Si on s'appuie là-dessus, et je pense qu'on peut s'appuyer là-dessus, hein, sur Rav Auerbach, même on peut dire qu'il y a discussion là-dessus, mais en tout cas, c'est vraiment les grands poskim de notre génération, on peut s'appuyer sur cette svara que dès l'instant que l'eau est moins qu'Yatz Ledetbo, il n'y a pas bichoul. Et même s'il reste encore un petit safek là-dessus, il nous reste la première direction vers laquelle je vous ai entraîné au début, à savoir
que le couscous en question, de toute façon, le résultat obtenu pouvait être obtenu sans chaleur du tout. Ça, c'est des doutes de cuisinier. Faites-le, mesdames. Faites un couscous à de l'eau froide, vous allez voir que ça sera du couscous. Shoot à l'eau froide. Donc, si cette metsiout est vraie, et Kaniré qu'elle est vraie, elle a été vérifiée, donc le fait de mettre de l'eau chaude dessus, ce n'est pas un vrai chevar, ce n'est pas une vraie transformation méotique essentielle. Puisque de toute façon, cette transformation, je peux l'obtenir à froid, et à froid, c'est sûr qu'il n'y a pas bichoul. Donc, on va réunir ces deux svarot, que je vais résumer en une phrase ou deux, pour dire que les datis, que je pense, hein, ça fait de nombreuses années que je le dis, je ne suis jamais rentré dans des grosses explications, mais souvent quand les gens me demandent, je dis, bon, votre couscous, préparez-le à l'avance, mais si, pour une raison quelconque, vous ne l'avez pas préparé, vous avez le droit d'en faire, mais j'émets le tnaï, la condition, c'est que vous le faites avec de l'eau chaude, mais pas bouillante. De telle sorte que j'ai déjà la svara de, comme j'ai dit, de Rav Auerbach, tous les poskim qui disent que si l'eau n'est pas bouillante, il ne peut pas y avoir bichoul. Certains poskim sont marmir là-dessus, dans les choses qui sont calées à bichoul, qui sont faciles à cuire. Certes, il y en a qui interdisent. Mais bon, d'abord, c'est difficile à comprendre, hein, parce que la pachoute, c'est que la cuisson, il faut une grosse chaleur. C'est là que démarre la mlacha de bichoul. Bon. Mais même si on voulait être marmir comme ces poskim-là, on a la seconde svara, que j'ai mise en premier au début, à savoir que de toute façon, l'aliment dont on parle aujourd'hui, à savoir le couscous, c'est un aliment que de toute façon, j'aurais pu obtenir dans l'état sans passer par la chaleur. Donc la chaleur, on n'a pas vraiment ajouté une transformation comme vous prenez de la viande, c'est impossible d'obtenir de la viande qui a le même résultat que de la viande cuite sans qu'elle soit cuite, ça n'existe pas. Vous pouvez l'écraser, l'émietter, ça sera un steak tartare, ça sera de la viande crue, écrasée, mais ce n'est pas de la viande cuite. Alors que le couscous en question, une fois que vous l'avez mélangé avec de l'eau froide, c'est le même couscous qu'on a fait avec de l'eau chaude, ou quasiment le même. Donc on peut être méquille. Donc, Tarles, je finis avant d'écouter vos questions. Donc, vous pouvez en parler autour de vous, hein, de ce que je suis en train de vous dire, avec vos amis qui savent étudier. Donc, le tirou de ces deux svarot fait qu'on peut, dans la mesure où on fait le couscous avec de l'eau qui n'est pas yad sodedetbo, car on va dire 40 degrés, on ne brûle pas, vous pouvez ajouter de l'eau froide dans de l'eau de Kedisheni, et vous voyez qu'elle est bien chaude, hein, je parle bien chaude, mais pas bouillante, on peut le mettre dans le couscous, et mélanger le couscous en temps. Voilà. À vous de parler, messieurs, et en image, sans problème. Je vous écoute. J'ai une question, s'il vous plaît. Allez. Je pensais, il y a un poisson qui, au départ, qui est très salé. Je ne sais pas si c'est le hareng ou la morue. Et on ne peut le manger que quand on le dessale. Et je crois avoir appris qu'au Shabbat, on ne pouvait pas le dessaler parce qu'on le change carrément. Alors, est-ce que j'ai compris ou je ne sais pas? C'est des discussions, madame. C'est des discussions. Mais mon opinion, c'est que rendre quelque chose apte à la consommation, c'est permis. Même qu'il n'est pas apte maintenant. Il y a des mahmirim dans beaucoup de choses. Si vous voulez, je vais vous donner plusieurs exemples que tout le monde fait. Le café, le Nescafé, vous n'avez pas mangé à la cuillère, c'est immangeable, oui. Ah oui. Vous le rendez apte à la consommation. C'est quand même permis. Vous voyez, il y a beaucoup d'autres exemples. Encore une fois, vous trouverez des mahmirim, hein, madame. Dans tout, vous allez trouver des mahmirim. Mais prendre quelque chose qui en l'état n'est pas consommable et vous le rendez consommable n'est pas interdit. Ça s'appelle Mashlouch. Là, il y a une Mishnah qui parle de ça. Donc, le fait de rendre quelque chose consommable, ce n'est pas interdit. En tout cas, ce n'est pas bichoul, c'est clair, il n'y a pas un bichoul. Mais on va dire, voilà, ce n'est pas mangeable, je le rends mangeable. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mangeables et que vous rendez mangeables, ce n'est pas interdit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et excusez-moi pour enchaîner. Alors, je crois que peut-être j'ai fait une erreur quand j'ai appris. On m'a dit qu'un kéli qui était utilisable et puis d'un coup qui se casse, on ne peut pas le jeter Shabbat parce qu'il perd son statut. Ça, j'ai aussi pas compris. Est-ce que vous voyez de quoi je parlais? Oui, je comprends. Il faut savoir qu'en général, un kéli qui se casse, c'est chivré kéli, mais il est moukté. Il ne sert plus à rien. Il est moukté. Oui. Mais je vous rassure quand même, madame, si c'est du verre, on a le droit de l'enlever parce qu'on peut se blesser avec. Donc, mais si c'est maintenant des choses qui sont. Il n'y a aucun risque de se blesser, effectivement, quand il y a
quelque chose se casse qui ne sert plus à rien, il est mouktsé. Si vous avez, je vous donne un exemple, une chaise. Il y a les deux pieds d'une chaise qui se cassent, on ne peut plus savoir dessus, elle ne sert plus à rien, elle est mouktsé, on ne peut plus la déplacer. Vous pouvez juste la déplacer avec le pied, juste pour la mettre de côté. On ne peut pas la déplacer de manière normale. Ah, moi, je pensais que c'était une avéra qui change de statut. On peut pas le mettre à la poubelle parce qu'il change de statut. Alors, ça n'existe pas, cette halakha que je dis. Ça existe, mais pas, dans le cas du verre qui se casse, en fait, c'est ça, c'est qu'il n'a plus son digne de keli, c'est plus un keli. Et donc, comme il ne sert plus à rien, donc il est mouktsé. Maintenant, dans ce que vous demandez, ça demande une étude plus pointilleuse. En supposant qu'il a une utilisation, mais qui n'est pas la même que la première. C'est peut-être ça dont vous vous rappelez. Alors là, c'est ce que vous avez raison. Comme il change de statut, on ne peut pas lui donner un nouveau statut pendant Shabbat. Il faut attendre après Shabbat. Ah, d'accord. D'accord. Mais dans le rôle des cas de votre question, madame, c'est moukté pour tout simplement parce que c'est moukté parce qu'il n'y a rien, quoi. Merci. Je peux poser une question, Rav Zerbib? Juste tout à l'heure, une petite question. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la possibilité de mettre des liquides dans un keli sheni, vous avez dit on peut mettre de l'eau et puis vous avez ajouté on peut mettre du lait. Juste pour être sûr, c'est que la chita de l'Admor HaZaken ou est-ce que c'est pour tout le monde que c'est permis de mettre même n'importe quel liquide dans un keli sheni? La Gemara parle de l'eau. D'accord. Et l'Admor HaZaken, il étend à tous les. C'est lui qui étend, et l'immense majorité des poskim suivent l'Admor HaZaken sur ça. Il y a un miou de poskim qui disent oula, c'est peut-être l'eau seulement et pas les autres. Mais dans les Sifram et l'Aksim de nos jours. Et ça marche du coup avec du miel, parce que par exemple, je vais me faire un thé chaud avec du miel Shabbat, enfin juste de l'eau chaude mélangée avec du miel. Je peux prendre l'eau qui sort directement du koum-koum. Je peux mettre le miel dans la tasse avec l'eau dont l'eau vient directement du koum-koum. Ça marche. Je ne suis pas en train de cuire le miel. Je ne serais pas si affirmatif, hein, parce que le miel, vous savez, c'est des cristaux. Un statut de complètement liquide, il y a du miel qui est quand même dur, et il y en a qui est intermédiaire. Il faut vous méfier avec le miel. Je ne serais pas aussi affirmatif. Déjà, on a Admor HaZaken qui étend l'eau au lait, parce qu'aux autres liquides, mais des vrais liquides, quoi. Maintenant, les cas comme des choses qui sont un petit peu épais, ce n'est pas évident du tout, non. D'accord. D'accord. Non, parce que bon, dans les 7 liquides, il y a bien le miel en règle générale, quand on parle des liquides, dans la Torah. Oui, mais ça dans les crottes Touma, mais dans les crottes Bichoul, c'est peut-être pas pareil. Vous voyez. Ah d'accord, ok. Et juste comme ça, parce que là, de manière plus générale, dans votre intervention, vous avez mélangé, juste vous avez un petit peu jonglé, on va dire, entre l'eau qui vient d'un Keli Rishon, Keli Ushlishi, et avec quelque chose qui est au-dessus de Yad Soledetbo ou pas. Je pose la question toute bête, est-ce que par exemple, si je prends de l'eau d'un Keli Rishon, mais que le Keli Rishon il était très très faible, est-ce que si l'eau elle est en dessous de Yad Soledetbo, vous allez être, on s'autorise à verser l'eau directement sur le couscous parce qu'elle est en dessous de Yad Soledetbo, même si elle provient d'un Keli Rishon? Alors, que votre eau vienne du Keli Rishon, Sheni, Shlishi, ça ne change rien. Quand elle est moins qu'Yad Soledetbo, il n'y a pas bichou. Ça c'est clair? Oui, très clair. Keli Rishon, vous l'avez enlevé de la plata, vous l'avez laissé un quart d'heure sur votre table, vous mettez le doigt dessus, on ne brûle plus, c'est fini. Par contre, je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est le jonglage, la deuxième partie du bon jonglage. Et à savoir que même que cette eau, elle n'est pas bouillante, quand même, pour les calés à bichoul, il y en a qui sont marmérés. Vous vous souvenez, je tenais ce point-là. Et donc, j'ai jonglé entre cette marloquette-là et l'autre marloquette pour être matière. Mais du coup, les calés à bichoul, quand on verse de l'eau d'un Keli Shlishi dessus, ça marche ou pas? Enfin, c'est autorisé ou pas? Alors, ça, vous demandez autre chose. Ça. Quand on verse de Keli Shlishi, de manière générale, il y a une grosse marloquette dans les poskim. Est-ce que les calés bichoul, ça veut dire qu'on est mahmir tant que c'est Yatolé d'Edbo, même jusqu'au 10e Keli, ou bien que ça s'arrête au 2e? Ça, c'est une grande marloquette. On a l'habitude d'être mahmir dans ça. Sauf, si vous vous rappelez, j'ai eu l'occasion de vous l'enseigner, pour les croutons. Les croutons, on a l'habitude de dire que c'est interdit seulement dans Keli Sheni. Donc, vous avez le bouillon qui était sur la plata. Vous avez mis le bouillon dans un bol. Dans le bol, on ne met pas les croutons. Par contre, si vous avez mis du bol, vous avez mis dans une assiette, donc l'assiette, c'est Keli Shlishi, vous pouvez mettre des croutons. Et si vous vous rappelez la svara, c'est parce que les croutons, n'oubliez pas qu'on a la chita du Bet Yosef qui pense que Mbishul Harafia.
Donc, on est Metzaref, la du Bet Yosef, qu'à partir du Kiddush Shlishi, c'est Moutar. Vous m'avez suivi? Ouais, tout complètement, non, non, complètement. Donc, en tout cas, je retiens surtout un point très important, ça veut dire que la notion de Keli, Sheni, Shlishi jusqu'à 10, on ne s'autorise pas à mettre n'importe quoi ou à verser n'importe quoi d'un Keli Shlishi sur quelque chose. On va essayer de garder quand même, à moins d'avoir une bonne svara comme celle que vous venez de dire, que de dire c'est quelque chose qui a été affia, que ça va être qu'un bichoul après, on s'abstient. Voilà, absolument. Très bien. Merci beaucoup. Donc, maintenant, il y en a qui se permettent, qui disent non, l'agma à la part des Kedishini, les Kedishini, c'est Moutar. Il y en a qui se permettent. Bien que pour le Koulias à Hispanis, c'est le fameux poisson qui est tendre, comme ça, qui est. Pour ça, la Hora, c'est clair. La Hora, c'est que même Kedishini et Révi, c'est interdit. Rappelez-vous, dans ce que j'ai dit ce soir, le seul moyen d'être matière, c'est ou bien d'avoir de l'eau qui est moins 4 décibels, ou bien de pouvoir obtenir le résultat à froid. Vous vous souvenez les deux. Oui. Le jonglage que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Je sais pas comment le poisson en question, il est quoi? Il est facile à cuire ou il n'est pas facile à cuire? Il est facile à cuire, au contraire. Comme il est facile à cuire, comme il est très facile à cuire, donc même dans Kelly Chéni et même Kirou, il a mis pas des mais Kelly Chéni. D'accord. Allez-y. D'accord, ouais, c'est bon. Très bien, merci beaucoup. Allez, mesdames, des questions encore. Parce que c'est un peu complexe ce que j'ai dit aujourd'hui, mais c'est l'occasion de réveiller les questions quotidiennes. Question pour le couscous. Pourquoi pas le faire le khatrila, si on a toutes les sparotes pour le faire? Si vous avez bien suivi ce que j'ai dit, dans chacun des points de mon raisonnement, il y a quand même des marloquettes. À savoir, le fait qu'on peut l'obtenir même à froid. Ça, je vous ai dit que Mishaboura est fini, c'est pas sûr, le haring, finalement avec le hareng, qu'on peut dessaler, qu'on peut obtenir comme ça à froid, il dit quand même il faut s'abstenir, parce que certains poskim me disent que c'est quand même interdit. Et la svara que je vous ai dit au nom de Rav Auerbach, que quand l'eau est moins que Yatolé d'Edbo, alors c'est sûr qu'il n'y a pas bichoul. Certes, la svara c'est comme ça sort d'Ichaora de tous les poskim, il apporte une preuve d'un Magen Avraham. Bon, mais il n'en reste pas moins qu'il y en a qui disent que même que c'est pas Yatolé d'Edbo, finalement le résultat c'est un résultat positif, avec de l'eau chaude on obtient bien mieux qu'avant. Donc c'est interdit. Donc ça veut dire finalement, quand on donne un psak, le psak est vrai, mais bon, je vous conseille quand même de le faire avant. Pourquoi on va rentrer dans des safex feka et tout ça quand on peut éviter des problèmes, voyez. Mais celui qui me demande, il n'a pas eu le temps de le faire, tu peux le faire. Et recouvrir le bol de couscous avec une assiette pour garder chaud, Shabbat, comme une sorte d'atmana. Alors, il est où? Il est sur la plata? Non, le couscous est dans un bol, on met l'eau qui est tiède dessus, et après on le maintient avec une planche ou une assiette pour le garder chaud. Oui, vous n'êtes même pas sur le feu, là, vous êtes hors du feu. Ah, absolument. Si vous vous rappelez, nous avons dit que recouvrir avec un couvercle, ce n'est pas une touratatmana. Touratatmana, c'est quand on touche les parois, vous voyez, on fouille de le fait de recouvrir, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. N'oubliez pas, attention, de l'eau qui n'est pas bouillante, j'insiste. Parce que sinon, c'est marloquette. Donc, je ne veux pas rentrer dans les marloquettes. Donc, je vais être sûr, tranquille, avec ce éther-là. Oui, Rav, une question, vous l'avez peut-être déjà dit. Mettre de l'eau chaude, de l'eau bouillante, sur du couscous, voilà, je répète une question qu'on me pose. Le bouillon de couscous sur le couscous, ça pose un problème? Alors, d'après tout ce qu'on vient de dire maintenant, vous posez la bonne question en fait. Moi, ce dont j'ai parlé, c'était créer le couscous, faire le couscous, le cuire. Mais la question qui vient d'être posée, je suppose, ça part de couscous qui a déjà été fait avant Shabbat. Voilà, le couscous a été fait avant Shabbat. Le bouillon a été sur la plaque, on l'a récupéré. Ou bien on dit une bichoul à bichoul. Quelque chose qui a été cuit avant Shabbat, il n'y a plus de problème de bichoul. Vous voyez, donc c'est sûr qu'il n'y a plus de problème. Ça a été fait avant Shabbat, on a mis de l'eau chaude avant Shabbat, de l'eau bien bouillante, donc remettre de l'eau bouillante. Bon, à moins qu'on les fait avant Shabbat avec de l'eau à moitié chaude, à moitié froide, et que pendant Shabbat, on met de l'eau bouillante. Alors là, il faut revenir à tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Mais sinon, si on l'a fait correctement avec de l'eau vraiment bouillante avant Shabbat, il n'y
a aucun problème. C'est de l'eau bouillante, mais qui risque de faire cuire le grain quand on va le grain. Le grain a déjà été fait. S'il a été fait en général avant Shabbat, les femmes, telles que je vois dans les cuisines, hein, les mamans qui font elles le font avec de l'eau bouillante. Donc, il est déjà cuit. Et sinon, s'il n'a pas été cuit, on va dire peut-être un rachash, que ça n'a pas été cuit comme il faut. Alors, il faut revenir à tout mon cours d'aujourd'hui, tout le binyan que j'ai fait aujourd'hui, de dire que on aura le droit de le faire, mais à condition que le bouillon ne soit pas brûlant. En général, le bouillon n'est pas brûlant côté à table. Il est chaud, mais pas brûlant. Donc, si maintenant vous avez un rachage que le grain n'a pas été fait comme il faut, tâchez de prendre votre bol de bouillon, vous le mettez dans un bol, vous attendez que ce soit moins que brûlant. Encore une fois, un chaud, hein, j'ai aucun problème que ce soit chaud, bien chaud, mais pas brûlant. Tant que c'est moins que brûlant, il n'y a aucun problème d'après ce que j'explique aujourd'hui. Merci. Allez, autre question. Avec une petite chéla courante, fait appel à des notions très très profondes de Bichoul. Ouais, c'est comme ça, c'est toute la Torah qui est comme ça. Rav, excusez-moi, maintenant je suis embrouillée. Par rapport à la question du monsieur, si le couscous, c'est vrai que la graine était cuite, ça c'est vrai, avant Shabbat il est cuite, mais il est froid. Alors, est-ce qu'on a le droit de mettre le bouillon du kilesheni sur le couscous, sachant qu'il est froid? Je vous pose une question, madame. Vous avez un œuf qui est cuit déjà, il est froid. Est-ce qu'on a le droit de le réchauffer dans un kilesheni? Il est cuit déjà. Ah oui. Sous la rabichoute, c'est cuit déjà. De prendre un morceau de viande. Un morceau de viande, du blanc de poulet, qui a déjà été cuit avant Shabbat, et vous le mettez dans un bouillon de poulet. Bouillon qui est très très chaud. Ah. Même dans kilesheni, on ne peut pas sur la plaque directement. Vous avez enlevé de la plaque le bouillon qui est vraiment brûlant. Vous mettez un œuf cuit déjà, vous mettez du blanc de poulet dedans, aucun problème. La seule chose qui est interdite, c'est s'il y a du lard, il y a du choix. Mais dès l'instant que c'est quelque chose qui est solide et qui a été cuit, il n'y a pas de bichou. Ah, d'accord. Alors, pourquoi on utilise toujours le kelish-lishi? C'est pour quels aliments Pourquoi? Parce que très souvent, madame, quand vous dites ou bien c'est du thé ou du café, ou le café soluble, ou du chocolat soluble, ou bien on a peur qu'il ne soit pas entièrement cuit avant. Et alors là, je vais vous ajouter autre chose, c'est que le café soluble, il y a quand même une khumra. C'est qu'une fois qu'il a fondu, de nombreux poskim pensent qu'on regarde son état initial, l'état final. Alors un œuf, vous avez le droit de mettre dans de l'eau bouillante. Du blanc de poulet, vous pouvez mettre dans le bouillant. Mais du Nescafé, une fois que vous l'avez mis dans le bouillon, il fond. S'il fond, il devient liquide. Alors, si vous regardez, Yesh Bichou la de la Barlach. Voilà, c'est une khumra encore, mais elle existe. Donc, c'est pour ça qu'on fait toujours dans quel chichi, on ne sait jamais, vous voyez? Oui, non, je pensais, la question c'était pourquoi on apporte toujours un kilisheni à table, la table de Shabbat. On n'amène jamais le keli rishon sur la table de Shabbat. Pourquoi on utilise le kilisheni? Parce que ça évite beaucoup de problèmes. On ne sait jamais, peut-être votre bouillon, il va tomber sur quelque chose qui est cru. Ah, d'accord. Imaginez que dedans, il y a… Ah oui, imaginez qu'avec la louche, vous mettez ça sur des croûtons. Oui. C'est richonne. Alors, quand c'est Héroïne Kélichéni, c'est beaucoup plus… c'est permis. Donc, c'est toujours mieux d'apporter un deuxième kéli à table. Ça évite plein de problèmes. Ah, merci, d'accord. Je vous en prie. Allez, messieurs, dames, encore. Posez vos questions. Et Rav, s'il vous plaît, par rapport à madame qui vient de poser la question, sur quoi ils se basent les Sfaradim que oui, ils amènent de la plaque à la table directement pour servir? Tout simplement que ce dont je viens de parler à madame, c'est un chachash. S'ils font très attention, de ne pas faire Héroum et qu'il est riche dans quelque chose de cru, bon, on peut toujours faire attention. Mais c'est pas prudent. Mais vous savez, je ne connais pas un minax Sfaradi d'amener. Hein. Je pense que dans certaines familles le font. Dafka, j'ai remarqué que les Sfaradim, Dafka, ils les amènent comme ça à table directement de la plaque. Oui, bon, je peux imaginer. Ils ont un mina comme ça. Ils doivent faire attention parce que de toute façon, le problème existera. C'est vrai que le problème est moins grand. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi le problème est moins grand pour les Sfaradim. Parce que le Mechaber est possèque que En Issour Bishul Acharafia,
Ça veut dire que s'il y a de l'eau bouillante de Kelly Rishon qui tombe sur un crouton, sur du pain, hein, il n'y a pas de problème pour les Sfaradim. Ah, voilà. Le pain a déjà été cuit. Ça, je peux imaginer. Alors, Ils disent, même si le pain est dedans, ce n'est pas grave pour le Mechaber. Il y a une bichoula parafia, hein. Il n'y a pas de cuisson à l'eau, au four. Mais pour nous qui faisons attention au bichoula parafia, c'est sûr que le rachage est plus grand. C'est peut-être une des raisons. c'est pour ça que pour nous, une challah, on ne la met pas à même la plata, même pour être chaude. Non, non, c'est une autre question, ça. Ça, c'est une autre question. Ah, Ça, d'accord, ok. la première question, c'est vous m'avez demandé pourquoi on ne met pas le Kedeshon sur la table. Ça, c'est ce que je veux dire. Parce que pour les Sfaradim, De peur de faire cuire quelque chose de cru. Voilà, sur le. Oui, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux imaginer, par exemple, vous avez un bouillon très, 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 très chaud. Il y a toujours du pain qui traîne sur la table. Chaque fois qu'on on va rentrer dans le problème du bichou de ce morceau de pain. Pour nous. D'accord. Pour Chabad, pour qui font comme Chabad. mais pour les Sfaradim, il n'y a aucun problème. Parce que même le pain, il peut le mettre directement dans le Kedushin, pas de problème. Ah, d'accord. La deuxième halakha que vous évoquez, à savoir, mettre directement sur la plata, là, c'est tout à fait une autre marloquette qui n'a rien à voir avec Sfarad Ashkenaz, c'est une marloquette bifnim, BSM. Est-ce qu'on a le chachage qui s'appelle Merzek et Mevachel, de mettre quelque chose qui est complètement cuit, il n'y a pas bichoul, mais on le met directement sur le feu. Ça, c'est interdit. Mais est-ce que la plaque, ça s'appelle un feu pour ces dînes-là ou pas? Ça, c'est des grosses discussions sur les poskim. Certains disent la plaque, non, on ne fait jamais cuire, donc c'est pas de problème. Oui, on peut faire cuire. Bon, en tout cas, les marloquettes. Moi, je vous ai dit qu'on était. Les Chabad, on ne fait pas. Et chez Chabad, on ne fait pas. Bon, mais ceux qui le font, pas. S'ils ont sur qui s'appuyer. Mais encore une fois, ne rentrez pas avec ces Sfarad Ashkenaz. Autant le yin des croutons dans l'eau, ça c'est Sfarad Ashkenaz, c'est Rama. Mais la plaque, c'est des poskim modernes avec un Ashkenaz, Sfarad. Je connais des Ashkenaz qui sont Mikili, mais des Sfaradim qui sont Mahmé. Ça ne veut rien dire. Ah non, je ne parlais pas de Khumra, je parlais de. Bon. Ouais, ok, d'accord. Okay. Voilà. Merci beaucoup à tous. Alors, dernière question, madame. Voilà, pour résumer, parce que là, je me suis un petit peu embrouillée. Ça veut dire un œuf cuit qui est froid ou chaud, on peut le rentrer dans un Kelly Rishon en dehors de la plata? Oui, madame. Oui, madame. Pourquoi? Parce que selon le principe, en bichoul achar bichoul, quelque chose qui a déjà cuit, même refroidi entièrement, on peut le réchauffer, le rendre bouillant si c'est hors du feu. Absolument, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Razak Barou, merci Rav Zerbib pour vos interventions et vos éclaircissements sur tant de choses. J'ai juste une question. Rav Zerbib, deux secondes. Je n'ai pas compris l'histoire de l'œuf de madame, là. Je n'ai pas très bien saisi. Madame, posez une question comme ça. Vous avez fait des œufs vendredi. Il y a plein d'œufs au frigo. Ils sont froids. Oui. Il y en a un qui dit, moi, j'aime bien les œufs chauds. Est-ce que vous avez un moyen de le chauffer? Voilà. Alors, je demande à ce monsieur, vous avez un nikitouche sur votre plata? Nikitouche, est-ce que c'est nikitouche? Oui, je connais un peu, ouais. Bon, il y a un gros plat, une daf avec des petits grains. C'est bouillant, c'est de l'eau avec. D'accord. Cette marmite du feu, vous l'enlevez du feu, vous la posez sur la table. Bon, il y a d'autres problèmes de la remettre après, mais disons que vous l'avez enlevé, vous avez le droit de mettre dedans, au bout de 2 minutes, il va être bouillant. Ouais, Nahon. Pourquoi? Madoua. Enfin, tout simplement parce que l'œuf, il a déjà été cuit. Et ni sur bichou, le point. Il a été cuit et on peut le recuire. Hors du feu toujours, hein, hors du feu. Sur le feu, c'est interdit. Très bien. Razak Barou, bonne soirée à tout le monde. Allez, Shavuot Tov. Merci beaucoup, Rav. Au revoir, avec plaisir. À la prochaine.